Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique immobilière. L'immobilier, une thématique qui revient souvent sur ce plateau. Et parmi les différentes façons d'investir dans l'immobilier, la SCPI revient elle aussi très souvent. L'OPCI revient, même si elle est un peu moins connue. On peut y investir par secteur d'activité, par typologie d'activité ou même par zone géographique. Et c'est la contrainte que nous nous sommes fixés aujourd'hui. Comment investir en pierre-papier hors de France et généralement en Europe. Certains d'entre vous se souviendront que l'Allemagne est un sujet qui revient souvent dans les discussions dès que l'on parle de sortir de France. Mais on va essayer d'élargir la discussion un peu au-delà de juste nos voisins avec Inès Dias, directrice générale de Sogenial Immobilier. Bonjour Inès Dias. Bonjour. Sogenial Immobilier, une société de gestion qui propose donc plusieurs SCPI, dont une en Europe qui s'appelle Cœur d'Europe. On aura l'occasion d'y revenir. Et on va en discuter également avec Jean-Maxime Jouy, Global Head of Fund Management pour BNP Paribas Reim. Bonjour Jean-Maxime Jouy. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors BNP Paribas Reim qui propose de nombreuses SCPI, donc investies en France mais aussi en Europe, que ce soit via des SCPI mais aussi via des OPCI. Vous pourrez peut-être nous redéfinir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est un peu moins connu de nos téléspectateurs. Alors, la question de l'investissement en SCPI ou OPCI hors de France ou en Europe est d'actualité, on le sent. Alors, c'est une tendance qui semble se développer fortement. Est-ce que ça fait quelques mois ou quelques années? Vous allez nous le dire. Déjà, première question, Inès Dias. Avant de comprendre la tendance, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va chercher des investissements immobiliers hors de France? Alors, la première raison la plus évidente, c'est d'abord de diversifier géographiquement son patrimoine. D'accord. Donc c'est la première raison, puisqu'en fait, on va aller chercher des opportunités plus loin. En fait, on aura un terrain de jeu qui sera beaucoup plus grand. D'accord. Donc on va d'abord s'intéresser au marché local et on va aller chercher des opportunités plus attractives, ou en tout cas avec un rendement, un couple rendement-risque qui va être différent du marché français, qui est très attractif mais aussi très concurrencé. D'accord. Donc on va aller chercher des opportunités ailleurs, en prenant en compte les risques de chaque pays, mais bien sûr les opportunités qu'offre chacun d'entre eux. Donc c'est cette idée en fait vraiment d'aller diversifier au-delà de la France, parce que je sais pas, il y a trop d'acteurs en France, mais en tout cas, il y a d'aller chercher plus d'investissements ailleurs que sur le marché français, en fait, c'est ça? De faire grossir les portefeuilles, en fait. Alors, c'est pas faire grossir les portefeuilles, c'est de se dire, alors déjà, on investit d'abord en Île-de-France, ensuite, on va aller chercher des opportunités avec des rendements un peu plus importants en région, et puis en fait, ensuite, on va aller chercher des stratégies immobilières qui sont différentes par pays. D'accord. Alors, je ne pense pas qu'on va rentrer directement dans le détail par pays, mais par exemple, il y a des spécificités qui sont inhérentes à chaque pays. Par exemple, en France, en Île-de-France ou en tout cas à Paris, si on veut louer du bureau, par exemple boulevard Haussmann, on va payer 600 € du mètre carré, alors qu'en Belgique, on a acheté des bureaux avenue Louise, qui est vraiment un équivalent du boulevard Haussmann, et qui est loué à 170 € du mètre carré. D'accord. Donc, en fait, c'est ces spécificités-là, à risque quasiment identique, qui ont des prix qui sont complètement différents et des rendements qui sont complètement différents. Alors, ça pose effectivement la question de la maturité, peut-être potentiellement des différents marchés européens. Juste avant, Jean-Maxime Jouy, peut-être je parlais de tendance en tout début d'émission. Vous constatez, vous, que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, le fait d'aller investir hors de France en SCPI ou en OPCI? Oui, tout à fait. Quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, vous avez à peu près 35 SCPI qui investissent hors de France. SCPI françaises, du coup, c'est ça? SCPI françaises, donc à destination d'épargnants français, mais qui déploient les capitaux collectés sur d'autres géographies. Et ces SCPI, on le vend en poupe. Quand on regarde les chiffres de la collecte, par exemple, du deuxième trimestre cette année, elles représentent plus de 60% des montants collectés auprès des épargnants. D'accord. Okay. Il y a une véritable tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épargnant veut que ce soit investi hors de France, ou que l'offre en fait s'est développée et que du coup on propose des investissements hors de France plus qu'avant? Alors, je pense que l'offre répond à la demande. D'accord. Mais comme le disait Inès, il y a une véritable logique en épargne à diversifier son allocation. Quand on regarde en termes de chiffres les volumes de marché, la France, c'est 30 milliards d'euros de transactions en immobilier professionnel. L'Allemagne, c'est 60. L'Europe, c'est 240 D'accord. milliards. Donc, on voit bien qu'on a là l'opportunité d'aller chercher d'autres types de rendement risque, d'autres couples qui sont tout à fait intéressants, et dans des économies et des pays qui n'en sont pas au même point dans leur cycle immobilier ou qui ont d'autres fondamentaux. On voit bien, par exemple, qu'à la sortie de la crise du Covid, on a des rythmes de reprise qui sont très différenciés entre les pays d'Europe du Nord et ceux d'Europe du Sud. L'Europe du Nord avait moins souffert l'an dernier.
Elle redémarre du coup plus modestement aussi, avec des perspectives en revanche un peu plus solides en termes d'emploi et d'occupation des surfaces. En Europe du Sud, on a eu une baisse de PIB beaucoup plus marquée l'an dernier, mais le rebond est déjà très solide cette année. Donc on peut aussi jouer des petits décalages dans les cycles économiques et du coup forcément dans la demande pour l'immobilier d'entreprise, qui est tout à fait intéressant dans un portefeuille d'épargnants. Donc la pandémie de Covid-19 a, entre guillemets, accéléré cette tendance en France du fait des différences de reprise qu'on pouvait voir dans les différents pays européens. En tout cas, on le croit et il nous semble effectivement très vertueux de profiter de ce contexte pour proposer à nos épargnants d'aller investir sur d'autres géographies. Alors Inès Diaz, on va rentrer dans la granularité un petit peu des différents investissements. Il y a quand même une question qu'on se pose, c'est que quand on voit des acteurs français aller chercher d'autres investissements à l'étranger, on a envie de se dire, mais il n'y avait pas des acteurs étrangers déjà sur ces marchés-là qui fait que globalement, en fait, on élargit la capacité d'investissement pour les Français, mais y a-t-il des biens sur lesquels investir qui n'ont pas été pris du coup par les opérateurs, je ne sais pas, portugais, espagnols, allemands ou autres? Alors, notre stratégie chez Soginel, c'est quand même d'aller s'implanter dans les pays dans lesquels on investit. D'accord. Donc, ça nous permet d'avoir un accès à des brokers de place, mais aussi à des plus petits brokers qui vont nous identifier pour certaines... en fait, ils savent exactement ce qu'on cherche, donc ils viennent directement nous voir avec ces opportunités-là. D'accord. Okay. Et par exemple, à titre d'exemple, on ne va pas chercher les mêmes choses dans les mêmes pays. On va prendre en compte le risque de chaque pays. Okay. Et on sait par exemple qu'au Portugal et en Espagne, il y a une forte... exposition au secteur touristique ou au secteur, par exemple, au Portugal, des call centers. Donc on va essayer de s'éloigner de ces secteurs-là. Mais par exemple, on sait qu'en termes de commerce, si on veut aller chercher du bail avec des durées fermes plus importantes, en France, par exemple, on a ce qui s'appelle la taxe sur la publicité foncière, qui, au-delà de 12 ans ferme, on doit payer cette taxe, donc c'est un petit peu rédhibitoire. Bien sûr. En Belgique, les commerces, c'est du 3,6,9, alors qu'au Portugal, on peut encore aller chercher du 15 ou du 20 ans ferme. D'accord, donc en fait, on va chercher par typologie de marché et par spécificité de marché, on va regarder, on va investir de manière totalement différente. Donc c'est pas en fait, je vais en Europe et puis je vais investir un petit peu à droite à gauche, c'est je vais dans un pays, je connais le pays et je vais comprendre en fait les spécificités des différents secteurs d'activité et je vais me positionner par rapport à ça. Oui. Ce qui nous permet d'avoir un portefeuille européen qui profite des avantages, des atouts de chaque pays, de chaque secteur d'activité dans chaque pays. Et alors, par exemple, là, vous donnez l'exemple du Portugal ou de l'Espagne. Vous y étiez présent avant, par exemple, pour vous dire, tiens, au Portugal, il faut aller chercher ça, ou d'abord on envoie une équipe et puis ensuite on analyse un peu le marché, puis on dit, en fait, concrètement, c'est pas comme la France, donc il faudrait plus faire ça ou ça. Alors, l'aventure démarre d'abord par une étude du terrain. C'est surtout avec les brokers, on va étudier chaque investissement, leur demander quel est le rendement sur chaque secteur d'activité. C'est plutôt, si la tendance ou s'il y a trop de concurrence, par exemple, sur l'activité ou sur les commerces ou sur le tourisme, on va d'abord étudier, puis ensuite, on va aller s'implanter dans chaque pays avec une équipe de spécialistes qui vont nous aider ensuite à avoir une expertise précise de chaque marché. Chez BNP Paribas, il y a une stratégie différente ou c'est la même chose? On croit beaucoup à la vertu d'avoir des équipes locales. D'accord, donc ça passe, tous les deux, ça passe par le fait d'avoir des gens sur place quand même qui... C'est indispensable. On ne fait pas de l'immobilier correctement derrière son écran d'ordinateur. Il faut comprendre les marchés locaux, avoir des liens avec les opérateurs. Et lorsque vous êtes présent et que vous avez des équipes qui ont effectivement tous les contacts de marché, vous avez aussi la capacité d'avoir ce qu'on appelle des dossiers off-market, c'est-à-dire des dossiers qui sont proposés à des cercles restreints, voire pas proposés du tout sur le marché, mais que vos équipes vont pouvoir identifier. Et donc, ça vous permet d'éviter une compétition trop importante aussi. Mais je reviens sur cette question de compétition. C'est effectivement, là, par exemple, si je prends l'exemple du Portugal ou de l'Espagne, il y a des acteurs de SCPI au Portugal ou en Espagne. Qu'est-ce qui fait que, du coup, l'investisseur français aura un investissement aussi bon que celui qui était là depuis 20 ans? Alors, en ce qui nous concerne, on a la chance d'avoir dans plusieurs pays des équipes qui sont là depuis des décennies. Donc on n'est pas un acteur nouveau de ce point de vue-là. L'autre élément, c'est qu'en fonction des pays, vous avez des marchés d'épargne qui sont plus ou moins comparables. D'accord. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, par exemple, des SCPI en Italie ou en Espagne. Ok. Donc ça veut pas dire que c'est un produit qui est très français, même si on peut le faire à l'étranger, qui est très... C'est un produit qui juridiquement est un produit français. Vous allez trouver des supports de placement immobilier dans d'autres juridictions. Mais globalement, on a la chance en France d'avoir un marché de l'épargne immobilière qui est extrêmement développé, et ça depuis les années 50. Okay.
Donc c'est moins le cas dans d'autres pays européens, du coup. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs institutionnels qui investissent sur leurs marchés locaux, mais néanmoins, il y a de la place. Et encore une fois, lorsque vous avez des implantations de longue date avec des équipes qui connaissent en profondeur les marchés locaux, on a la chance en plus d'être soutenu par une belle marque. Vous avez toute la capacité pour trouver des opérations intéressantes. Je retournerai la question aussi. On se pose cette question en France parce que c'est un pays dans lequel on a l'habitude d'investir depuis des décennies, tous autant qu'on est. En revanche, les fonds allemands à destination donc des particuliers allemands investissent en France et plus largement en Europe depuis des années aussi. Donc on est simplement là en train de faire ce que nos collègues allemands ont fait avant nous il y a déjà quelques décennies. Alors Inès Diaz, vous nous avez cité 3 pays, Portugal, Espagne, Belgique. Jean-Maxime Jouy, vous, votre exposition européenne, c'est... On complète avec l'Allemagne, le Benelux. donc l'Allemagne revient, effectivement. Voilà. Ouais. Forcément, c'est le premier marché d'investissement en Europe, donc on ne peut pas, je pense, faire fi d'une exposition allemande. Juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, le marché allemand, on a parlé tout à l'heure des volumes. Un petit chiffre intéressant, en France, il y a seulement 6 villes qui dépassent 300 000 habitants. Et donc, qui, pour ce qui concerne l'immobilier de bureau, sont considérés comme des lieux d'investissement plausibles. En Allemagne, on est à 20 villes. Donc vous voyez bien qu'on est sur une économie qui est beaucoup plus multipolaire. Vous avez des zones qui sont dédiées à certains secteurs d'activité. Et là encore, vous allez pouvoir jouer une diversification au sein des secteurs d'activité dans cette économie allemande. Donc ça, c'est un élément très important dans notre choix. Il y a aussi cette logique de déploiement sectoriel. Par exemple, quand on travaille sur l'immobilier de logistique, on va s'intéresser notamment à ce qu'on appelle la dorsale logistique en Europe. D'accord, donc en fait, vous allez prendre un secteur d'activité et vous allez le suivre finalement dans les différents pays. Oui, okay. Vous pouvez déployer, donc suivant cette zone géographique qui a un sens particulier pour desservir les marchandises partout en Europe. Vous pouvez aussi suivre des opérateurs d'un pays à un autre. Un bon exemple de ça, c'est l'immobilier de santé. On a la chance d'avoir des opérateurs en santé privée en France qui sont très forts, leaders sur le marché, et qui se sont déployés ces dernières années dans d'autres pays européens, par exemple encore en Allemagne. Et donc, accompagner ces opérateurs français avec lesquels nous avons déjà pu investir sur notre territoire national dans d'autres géographies est aussi un bon moyen d'accéder à des opérations de qualité. Inès Diaz, je reviens sur les exemples que vous nous avez donnés, là, Espagne, Portugal, Belgique. Pourquoi ces choix-là chez Sogenial ? Eh bien, on a commencé à investir via d'abord à des fonds professionnels. Et ensuite, on a ouvert cette expertise-là au grand public via notre SCPI. Et en fait, c'était des pays tout simplement qu'on connaissait déjà, dans lesquels on avait déjà investi et dans lesquels on avait une équipe locale qui soutenait déjà l'investissement et l'invest management, mais qui nous aidait aussi à avoir une équipe qui nous aiderait à faire une gestion dynamique de nos actifs. Donc on en revient sur cet ancrage local absolument. Finalement et cette capacité à comprendre le marché et qui va dicter du coup quel ou quel pays. Alors oui. Pas que, mais j'imagine que ça pèse lourd dans la balance. Avant de parler potentiellement de fiscalité, si on a le temps, vous nous avez tous les deux mentionné le couple rendement-risque qui évolue du coup quand on va hors de France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut espérer des rendements plus élevés, avec plus de risques aussi, mais des rendements plus élevés quand on sort de France aujourd'hui, Inès Diaz ? Alors, oui, clairement. D'accord, ok. Il y a moins de concurrence, en tout cas. En fait, à rendement risque, en fait, il faut prendre en compte le risque de chaque pays, bien entendu. Sûr. Mais ensuite, on va aller amoindrir le risque du pays avec des secteurs d'activité qui sont très porteurs dans ce pays-là. D'accord. Par exemple... Donc, pas de tourisme au Portugal, par exemple, pour le moment. Par exemple, en tout cas. En Espagne, par exemple, on va aller sur la grande distribution. Donc, même si l'économie est plus risquée en Espagne qu'en France, le risque est clairement amoindri lorsqu'on va avoir une signature d'un Mercadona qui clairement est un acteur très très solide en Espagne. D'accord, donc les gros acteurs du marché potentiellement, on va quand même chercher, mais donc du coup on a un rendement qui est plus élevé même si, Exactement. D'accord, même si on a réussi à réduire le risque. Absolument. Bon, alors on rappelle quand même que le couple rendement-risque marche tout le temps, hein, mais oui. Donc quand il y a des promesses de rendement, il y a généralement un risque qui est associé, mais donc en fait on sort aussi parce qu'on va chercher des rendements qu'on n'arrive plus à avoir en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'acteurs en France, parce que le marché est plus mature entre guillemets. Exactement, c'est exactement pour ces raisons-là. À titre d'exemple, c'est pareil, en ce moment, il y a une forte attractivité vers la logistique. En fait, cette année, en France, le taux de rendement de la logistique prime est descendu en dessous de la barre des 3%. D'accord. Alors qu'en Belgique, le taux prime est à 4,25. D'accord. Donc en fait, c'est pareil, le marché belge, alors parfois on parle d'anomalie belge, puisqu'en fait, il
il y a un microcosme qui se passe en Belgique où il n'y a pas forcément plus de risques, mais en tout cas, les taux prime sont bien plus élevés qu'en France. Mais c'est amusant parce que vous nous parlez d'anomalies belges dans la logistique, on peut parler d'anomalies allemandes dans le commerce. En fait, finalement, on va chercher on est sur un terrain de jeu en fait européen et on va chercher les secteurs d'activité selon les zones géographiques qui fonctionnent le mieux. Il nous reste un peu plus d'une minute. On va parler rapidement de fiscalité. Alors Jean-Maxime Jouy, la fiscalité, quand on investit en Allemagne, on la connaît dans cette émission, on en parle souvent. On sait qu'il y a des crédits d'impôt quand on investit en immobilier en Allemagne. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays européens ou c'est une spécificité franco-allemande ? Non, c'est le cas dans d'autres pays européens. Vous avez en fait, en général, deux mécanismes qui peuvent s'appliquer, soit le crédit d'impôt, donc ce qui est le cas pour l'Allemagne, soit la réduction d'impôt. Mais globalement, sur la plupart des géographies, on arrive à obtenir des effets fiscaux qui sont relativement favorables aux porteurs. Très clairement, pour autant, je pense que vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, notre logique, c'est avant tout une logique d'exposition aux meilleurs secteurs et à des couples rendement-risque et des cycles économiques qui sont un petit peu différenciés. Je ne crois pas qu'il faille faire de l'investissement hors de France simplement un corollaire d'un avantage fiscal qu'on va chercher. Bien sûr, mais ça c'est à prendre en compte également, effectivement, quand on fait ces investissements. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Inès Dias, directrice générale de Sogenial Immobilier. Merci Jean-Maxime Jouy, Global Head of Fund Management pour BNP Paribas Reim. Merci d'avoir participé à cette émission qui pourrait être une introduction sur chacun des pays ensuite, parce que du coup on a regardé ça de manière générale. On reviendra sur chacun des pays en plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.